séminaire que nous voulions le séminaire que nous voulions consacrer au CISP, la réflexion étant que Sohonet est là pour faire du logement sociétal et donc toutes les formes de logement à loyer abordable sont évidemment, font partie de notre réflexion et en particulier les CISP. Et donc ça fait longtemps qu'on avait ce projet de consacrer un séminaire au CISP et je suis très content que ça puisse avoir lieu aujourd'hui. Hem Nous allons entendre successivement, monsieur Kevin Obdekam, qui est directeur stratégie à la SLRB, qui va nous faire un petit mot d'introduction. Donc moi-même, je serai très bref, je suis juste là pour vous souhaiter la bienvenue. Et puis nous allons entendre monsieur Cédric Mailleux de Comencia, Christophe Pourtois du foyer Lacquenois et Nathalie Nicaise de Binôme. Voilà, je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue et je passe maintenant la parole à monsieur Obdekam. Merci. Merci beaucoup et merci de m'avoir demandé pour faire le mot d'intro sur ce webinaire. Donc, je vais vite brièvement vous expliquer un peu le secteur du logement social et surtout les acteurs et les rôles des acteurs ici à Bruxelles. Donc, moi-même, je travaille pour la Société de logement régional bruxellois, donc la SLRB qui est l'acteur régional. Bien sûr, aujourd'hui, on donne surtout la parole à les acteurs du niveau local, les sociétés immobilières du service public, donc les CISP, comme on les appelle. Et c'est eux qui gèrent le patrimoine, qui font la gestion locative et l'accompagnement social. Donc, c'est eux qui sont au cœur du métier du logement social. Alors, quel est le rôle de la SLRB en tant qu'acteur régional? On a différentes missions qui sont décrites dans le code logement, comme les rôles des CISP. Donc, en premier, c'est promouvoir le logement social au niveau de la région. On est aussi un acteur immobilier, donc nous achetons, nous construisons, nous faisons aussi des rénovations du patrimoine. Quand on construit, on fait ça comme maître d'ouvrage. Après, nous vendons les logements au CISP. C'est avec un mode financier de subvention d'une partie et d'un prêt d'une autre partie. Et donc, c'est à ce moment-là que les CISP deviennent gestionnaires que c'est leur patrimoine à ce moment-là. Et donc, on fait aussi des rénovations, donc des rénovations sur le patrimoine des CISP, du coup. Et là, on apporte un aide financier, de planification, et parfois, on est aussi un acteur de maître d'ouvrage pour les plus grands projets. À part ça, on veut être aussi un centre de connaissances. On veut renforcer la collaboration au sein du secteur et de créer des instruments centralisés pour le secteur, comme la plateforme de collaboration Artemis. Et puis, bien sûr, j'en ai déjà un peu parlé, mais donc on est aussi là pour le financement du secteur. Hein, donc, pour le logement, c'est la plus grosse partie du financement qui va vers les logements, bien sûr. Mais aussi, par exemple, on gère aussi de l'allocation régionale de solidarité. C'est une subvention pour compenser le déficit social des CISP. Et en fait, c'est des ressources de fonctionnement essentielles pour les CISP pour pouvoir faire leur travail de quotidien. Et à part ça, pour donner encore un autre exemple, on subventionne aussi les projets de cohésion sociale, les PCS. Je crois que la plupart d'entre vous ont déjà entendu ça, mais c'est eux qui font dans les quartiers, vont faire du travail social, d'accompagnement social. Et alors, pour terminer, on a aussi un rôle de tutelle, de contrôle vis-à-vis des CISP. Pour faire ces missions et pour faire cette collaboration avec les différents CISP, avec les secteurs, on a aussi un contrat de gestion. On appelle ça le contrat de gestion niveau 2, parce que nous-mêmes, on a un contrat de gestion avec le gouvernement bruxellois. Ça, c'est le contrat de gestion niveau 1. Et le contrat de gestion niveau 2, en fait, on vient de signer le nouveau contrat de gestion qui va donc durer de 2022 jusqu'à 2027. Et je veux juste vite vous donner les quelques grands accents de ce contrat de gestion. Donc, on va vraiment viser sur la co-construction et la concertation approfondie entre CISP et SLRB. On veut aussi aller vers plus d'autonomie pour les CISP dans leur propre gestion. C'est avec un système d'auto-évaluation. Et à ce moment-là, en fait, on veut un peu partir du contrôle qui est assez fort et de ce contrôle très fort. Donc, on veut un peu partir de ce point de vue-là, de mettre plus de responsabilité au CISP et pour comme ça, mettre plus sur la confiance entre les différents acteurs. Parce que le contrôle, c'est quand même souvent quelque chose qui va faire en sorte que la confiance ne peut pas se mettre en place.
Puis on peut bien sûr aussi renforcer la qualité des logements, aussi pour contribuer à atteindre les objectifs climatiques que Bruxelles a approuvés. Et donc on va aussi donner comme secteur notre partie pour atteindre ces objectifs climatiques. Et donc, alors, comme dernier accent, mais c'est peut-être le plus grand, enfin, l'accent le plus important, c'est qu'on met, en tant que SLRB, on met le locataire au centre de toutes nos actions. Voilà, j'espère que j'ai brièvement un peu pu vous expliquer les différents rôles des acteurs du logement social à Bruxelles. Et encore une fois, tout grand merci. Et maintenant, je suis à l'écoute de nos collègues des CISP. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Kevin, pour l'introduction. Ouais, merci. Donc, on enchaîne. Si vous voulez bien, je vous laisse poser vos questions sur le fil de discussion ou à la fin, on a prévu un temps d'échange. Donc, on va laisser nos collègues. Je ne sais pas si Cédric, tu as eu des nouvelles de Nathalie? Non, je n'ai pas eu. Ok, bon, donc on va commencer par commencer Cédric et puis ensuite Christophe enchaînera. Donc, merci Cédric, à toi. Voilà, donc c'est pas le bon qui apparaît à l'écran. Je vais changer ça. Si je peux. Bon, ça s'affiche comme ça. Voilà, comme ça. C'est bien. Voilà, donc vous parlez de Comencia. Comencia, une des 16 sociétés, une des 16 CISP bruxelloises. Alors, nous sommes agréés par la SNRB, comme Kevin a pu l'expliquer. Et Comencia a été créé suite aux fusions dans le secteur du logement social. Et ce sont des fusions qui ont été décidées par le pouvoir politique il y a d'ici une dizaine d'années. Et donc, on est passé progressivement de 32 sociétés à 16 sociétés. Au niveau de Comencia, on est le résultat d'une fusion par absorption d'Absam, qui était la société absorbante, et qui a absorbé en fait une grande série de sociétés, puisqu'il y avait le home familial, la cité moderne, et que nous avons également récupéré une partie des actifs immobiliers de Sorello et de Loribru. Alors, notre première particularité chez Comencia, c'est d'être une coopérative de locataires avec un actionnariat qui est mixte. Donc, il y a 16 CISP en région bruxelloise, on l'a dit, et parmi ces 16 CISP, il y a 12 CISP communales, donc qui sont rattachées à une ou plusieurs communes avec un actionnariat communal principal, et 4 sociétés qui sont organisées en coopérative de locataires. Et donc, chez nous, chez Comencia, les actionnaires locataires doivent représenter, suivant les statuts, minimum 50% plus 1 de l'Assemblée générale, donc vraiment avoir une majorité relative au sein de l'Assemblée générale. Et puis, nous avons des actionnaires particuliers qui doivent représenter au minimum 25% de l'actionnariat, qui sont des personnes qui, soit historiquement, sont liées à l'une des sociétés qui ont donné naissance à Comencia, soit des personnes qui ont souhaité rejoindre l'actionnariat de Comencia par intérêt, soit pour le projet particulier de Comencia, soit pour le logement social en général. Et puis, nous avons évidemment des actionnaires particuliers, publics, qui, eux, d'après les statuts, peuvent être au maximum de 23% de notre actionnariat. Et donc, principalement, c'est la région bruxelloise et plusieurs communes. Et puis, nous avons certains membres du personnel aussi, historiquement, qui sont coopérateurs de Comencia. Au niveau de la gouvernance, donc, comme vous voyez qu'il y a un actionnariat qui est aussi mixte, eh bien, le conseil d'administration est aussi mixte, puisque nous avons 7 actionnaires locataires qui sont désignés par les autres locataires suite à des élections. Et puis, nous avons 5 actionnaires particuliers qui sont aussi désignés au sein de leur groupe suite à une élection. Et puis, il y a 2 représentants des pouvoirs publics, la commune d'Anderlecht et la commune de Berchem. Notre deuxième particularité, c'est que nous sommes présents sur 15 communes. Donc, il y a très peu de CISP qui sont présentes sur autant de communes, même aucune. Et donc, nous sommes présents particulièrement à Anderlecht et à Berchem. Vous voyez que nous sommes aussi présents dans beaucoup d'autres communes. C'est le résultat, en fait, de la fusion. Et donc, à Evere, à Laken ou à Nederoverembe, qu'on gère des cités-jardins qui sont souvent liées aux coopératives locataires. Et enfin, notre troisième particularité, c'est une grande variété des types de logements, ce qui est très challengeant pour nos équipes techniques, puisque nous gérons en même temps des maisons unifamiliales dans des cités-jardins et en même temps des tours du parc du Peterbos qui peuvent aller jusqu'à une centaine de logements. Et parmi ces typologies, on a aussi des choses qui sont très petites, des logements
qui sont des studios, et puis on a des maisons qui vont jusqu'à 8 chambres. Donc, vous voyez qu'on a une typologie de logement qui est très, très, très variée et qui nous permet aussi de rencontrer différents besoins de nos locataires. Alors, deux agréments particuliers dont nous disposons aussi. Le premier, c'est l'agrément comme entreprise sociale. C'est un agrément qui a été obtenu en juillet 2020 du ministre Bruxelles de l'économie et qui a été renouvelé en 2022. Par cet agrément, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on s'engage à avoir une gestion participative de l'entreprise, notamment avec une réunion des parties prenantes annuelle. Donc, l'ensemble des travailleurs sont réunis. Aussi, un grand principe, c'est celui de la tension salariale modérée que nous devons respecter. Et enfin, nous avons mis en place des procédures de conflit d'intérêts pour les membres de l'Assemblée générale et du conseil d'administration. Il y a des conséquences positives au fait d'être agréé à l'entreprise sociale. C'est d'abord qu'on peut avoir accès à des appels à projets, des financements qui sont très spécifiques. Et puis, il y a aussi des partenariats avec le CPS, avec les articles 60, qui peuvent se faire à un coût moindre. Le deuxième agrément qu'on a obtenu, c'est le label Entreprise écodynamique. C'est un label qui est décerné par Bruxelles Environnement. On l'a obtenu en 2018 avec 2 étoiles. Et donc, c'est un label qui récompense en fait toutes les organisations qui agissent pour réduire l'impact de leur activité sur l'environnement. Et donc, nous avions réalisé un premier plan de développement durable en 2018 où on a essayé de travailler sur une série d'éléments, à la fois dans la gestion interne, mais à la fois aussi dans la gestion externe vers nos locataires avec les espaces verts, les potagers collectifs. Au niveau interne, on a mis en place un plan de déplacement, on a créé des vélos électriques de société, on a fait attention aussi aux produits d'entretien qu'on utilise pour entretenir le logement et on a aussi été très attentif aux fournitures de bureaux. Et suite à cette première expérience, on a lancé un nouveau plan de développement durable Horizon 2030 qui a été élaboré, lui, en mode vraiment participatif tant avec les locataires qu'avec les membres du personnel. Et donc, c'est un plan qui est sur 3 axes. Un axe sensibilisation des membres du personnel, sensibilisation des coopérateurs locataires. Un axe plus lié à la vie de quartier apaisé. Et enfin, des actions plus patrimoniales et énergétiques. Alors, je vais mettre en avant peut-être 2 choses que nous avons faites récemment. La première, c'est au niveau de la gestion en fait avec nos coopérateurs locataires, puisque vous avez vu que nous avions des particularités à la fois d'être coopératifs locataires, mais aussi à la fois d'être très dispersés sur l'ensemble du territoire. Et donc, il a été nécessaire, suite aux fusions, de recréer une proximité avec les locataires. Et donc, on a créé pour ça un service, le service proximité. Et ce service a plusieurs missions. D'abord, c'est d'être un relais administratif à travers des permanences décentralisées. On a notre siège central à Molenbeek, mais voilà, pour les personnes qui sont dans les cités jardins, Nederoverenbeek ou Ever, c'est un long trajet, donc on fait des permanences décentralisées chaque semaine. C'est aussi l'idée de développer le lien social dans les quartiers. C'est aussi l'idée de développer le statut de coopérateur locataire, qui n'est pas inné. C'est amener les coopérateurs locataires à s'investir pour qu'ils puissent à la fois améliorer et se réapproprier le cadre de vie. Et puis, c'est développer des ponts de communication entre nos services internes et les coopérateurs locataires dans les différents quartiers. Et donc, les axes de travail sont multiples. Il y a tout l'axe qui est fait avec les projets collectifs par et pour les coopérateurs locataires. Il y a tout l'axe de travail qui est l'accompagnement des travaux. Il y a tout l'axe de travail sur la cellule cadre de vie et environnement et tout un axe de travail aussi sur le développement de ce que nous appelons les maisons coopératives. Alors, les exemples de projets collectifs, il peut y en avoir divers. Il y a des fêtes de quartier, des petits déjeuners, des cafés papotes, des concours de décoration de fêtes de fin d'année, des opérations de nettoyage, les réunions du comité de gestion locale qui sont donc des réunions qui sont ouvertes à tous les habitants où la direction et les différents services de Comencia sont représentés afin qu'on puisse discuter ensemble des problématiques du quartier et trouver ensemble des solutions communes. Alors, une des missions, c'est aussi de pouvoir faire l'accompagnement des locataires dans les travaux. Donc, on a eu récemment, en 2021, et des travaux qui ont été faits pour le Peter Boss 16, donc plus d'une centaine de logements, travaux avec locataires occupants en partie. Et donc, il y a tout cet accompagnement social qui a été mis en place
pour à la fois donner des solutions alternatives de logement pendant quelques jours quand les interventions techniques devaient se faire dans le logement même. C'est réussir l'information par rapport aux locataires, c'est faire le suivi des situations problématiques, s'assurer aussi que les locataires respectent les consignes de sécurité en vigueur. C'est vraiment être un référent entre toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet. Et donc, c'est quelque chose de très utile qu'on va mettre de manière pérenne en place. Autre axe de travail, c'est la cellule environnement cadre de vie. C'est en fait toute la gestion de la propreté. Et donc, il y a des opérations préventives qui sont mises en place, des opérations de nettoyage où on met à disposition des containers aux coopérateurs locataires pour qu'ils puissent d'eux-mêmes vider ce qui doit l'être et qu'il n'y ait plus besoin par la suite de laisser traîner les choses dans les couloirs. C'est des actions de propreté où on nettoie en commun des immondices, des pelouses, etc. Et puis, il y a aussi évidemment des missions plus répressives, puisqu'on on fait attention d'enlever systématiquement les encombrants, les immondices avec la réactivité la plus grande possible, et que dès qu'on peut identifier qu'un coopérateur locataire est à l'origine de ce dépôt, on lui refacture le coût d'enlèvement du dépôt. Et alors, un projet pilote, c'est celui de la maison d'Estrier à Evere. C'est en fait une maison qui a été mise à disposition par Comencia, mais aux coopérateurs locataires directement. C'est un partenariat qu'on fait avec le projet de cohésion sociale des Verts. Et donc, ce sont les coopérateurs locataires eux-mêmes qui se sont organisés dans un comité de gestion et qui assurent toute la gestion de la maison, qui valident les projets. Et donc, il y a une dizaine de projets qui sont aujourd'hui qui ont été dans le passé portés par ces coopérateurs locataires. Une école des devoirs, une brigade de propreté par les jeunes du coin, une offre contre l'isolement social, des potagers collectifs, un rucher l'univers. Et donc, c'est vraiment un modèle qu'on voudrait essayer de reproduire dans d'autres quartiers. Mais voilà, il y a des moyens financiers à trouver. Alors, un projet très particulier qu'on vient de mener, et qui est d'ailleurs en train de se finaliser, c'est une enquête de satisfaction que nous avons menée pour avoir un retour en fait des attentes de nos coopérateurs locataires. On est à un peu plus de 6 ans de fusion. On avait cette volonté aussi de connaître leurs attentes pour organiser notre nouveau plan stratégique. Le contrat de gestion de niveau 2 qu'on a passé avec la SLRB, dont Kevin a parlé tout à l'heure, nous oblige à la fois à avoir une enquête de satisfaction des locataires et aussi à développer un plan stratégique. Et donc, ça nous semblait opportun d'abord de faire l'enquête de satisfaction pour les locataires pour pouvoir construire sous les attentes des coopérateurs locataires notre nouveau plan stratégique pour les 5 prochaines années. Et donc, nous avons collaboré avec l'entreprise Sonecom, choisie après Marche Publique, et nous avons développé ça en 2 approches, en 2 étapes. Première approche quantitative, donc c'est un questionnaire de satisfaction qui a été rempli lors d'une campagne téléphonique. On avait quelques doutes de savoir si nos locataires allaient accepter de répondre. Mais en fait, il y avait un enthousiasme très grand. Donc, il y a plus de 600 enquêtes qui ont pu être réalisées par les opérateurs téléphoniques. Donc, on a vraiment un échantillon assez intéressant, puisque nous avons 3300 logements, dont à peu près 3000 occupés. Donc, c'est quand même un bel échantillon qui a été touché. Et on a vraiment travaillé aussi à ce que l'échantillonnage se fasse par origine géographique, par type de logement, par type de revenu, et aussi pour avoir l'arrivée avant et après la fusion, pour sentir aussi le ressenti des locataires, pour ceux qui étaient là déjà avant la fusion, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui leur manque, et post-fusion, quel est le ressenti de ceux qui arrivent. Pour affiner les résultats de l'approche quantitative, il y a une deuxième partie, une deuxième approche qui est l'approche qualitative en focus group. Et donc, il y a eu 2 rencontres en soirée en présentiel organisées par Sonecom en collaboration avec notre service proximité pour affiner en fait les résultats de l'enquête quantitative. Et donc, on attend ces résultats dans les prochains jours pour pouvoir l'année prochaine fonder notre nouvelle stratégie en en tenant compte. Un deuxième point que je voulais partager avec vous en termes d'actualité aujourd'hui, ce sont tous les partenariats publics-privés qui sont mis en place pour le développement du patrimoine. Donc la SLRB a mis en place différents partenariats possibles avec le secteur privé. C'est l'acquisition de terrains ou d'immeubles à réaffecter, c'est l'acquisition d'immeubles ou d'ensembles de logements qui existent, c'est l'acquisition de ce qu'on appelle un clé sur porte d'un immeuble ou d'un ensemble de logements neufs. Également le Public Housing Partnership,
et d'autres possibilités via des partenaires de développement qu'ils appellent DB+. Alors, je voulais me concentrer surtout sur l'acquisition clé sur porte d'immeubles ou d'un ensemble de logements neufs, puisque chez Comencia, dans la dernière année qui s'est écoulée, nous avons réalisé trois acquisitions, pardon, pour près d'une centaine de logements. Et donc, c'est vraiment une solution qui nous permet d'obtenir des logements qui sont mis rapidement à disposition des locataires. Donc, quand nous, on construit quelque chose sur un terrain qui nous appartient et qu'on doit faire nous-mêmes les différentes étapes de permis d'urbanisme, de marché public, architecte, entrepreneur, etc., nous avons en général une durée de projet qui est de 7 à 10 ans. Quand on passe par le clé sur porte, c'est-à-dire qu'on achète à un promoteur privé un projet pour lequel il a déjà un permis d'urbanisme et un permis d'environnement qui sont délivrés et qui sont en cours de validité, eh bien, on arrive à en fait mettre à disposition en 1 ou 2 ans des logements à nos locataires. Les conditions pour pouvoir rentrer dans un clé sur porte, c'est d'avoir un projet qui soit situé forcément sur Bruxelles et qu'il compte au minimum 12 logements avec ou sans rez-de-chaussée commercial. Donc, il y a aussi un avantage pour le promoteur, évidemment, puisque la procédure est relativement claire, les mécanismes ont été simplifiés au maximum. On n'est pas dans une logique de mise en concurrence de différents projets et l'appel ouvert, en fait, est en continu, donc il n'y a pas de durée déterminée avec une date, une deadline à respecter. Au niveau de la commercialisation, vous avez un interlocuteur acheteur unique qui est la SLRB et la CISP, et donc vous ne devez pas commercialiser par morceaux. Et ensuite, nous, on est avec une finition identique pour tous les logements, donc il y a aussi une facilité de gestion qui est là. Et donc, c'est un projet qui est relativement simple pour les promoteurs et qui nous permet vraiment de proposer rapidement des logements à nos locataires. Et donc, je termine par une petite présentation des 3 projets que nous avons acquis l'année dernière en clé sur porte. La rue du Corbeau, à Scarbeck, 18 logements pour un peu plus de 5 millions d'euros. Rue Ruvendeuil, Emaillerie, donc le projet Emaillerie à Molenbeek, en face de la gare de l'Ouest. Là, c'est un peu particulier, on a acheté 38 logements dans un immeuble qui en comptait beaucoup plus, et donc on est en copropriété. C'est aussi quelque chose qu'on peut imaginer à partir du moment où on est quand même avec une majorité relative de la copropriété qui est en notre possession. Mais ici, donc, on gère 38 logements sur cette copropriété. Et enfin, rue du Delta, au coin avec l'avenue Van Volksem, le projet Les Sources, développé par Belgian Land, c'est 39 logements pour un peu plus de 10 millions d'euros. Voilà, je vous remercie. J'ai vu qu'il y avait des Quelques questions petites qui étaient questions, oui. arrivées. On avait dit qu'on les prenait à la fin, Christophe, mais c'est peut-être Xavier, Okay. tu as 2 questions assez immédiates sur la présentation. Je te laisse les poser. Alors, tous les locataires doivent-ils être coopérateurs? Oui, donc tous les locataires qui arrivent maintenant chez Comencia doivent être coopérateurs, ça fait partie des conditions. Et rappelez ce qu'est un article 60, effectivement, c'est du jargon. Donc l'article 60, c'est une personne qui est bénéficiaire du CPS et qui souhaite se remettre dans un projet d'insertion socio-professionnelle. Et donc dans ce cas-là, c'est le CPS qui est l'employeur de cette personne et qui le met à disposition d'une entreprise pendant 1 an ou 1 an et demi. Et donc, ça permet une réinsertion socio-professionnelle du travailleur. Et le travailleur, lui, de son côté, du coup, a un salaire et recouvre aussi, à la fin de son trajet d'insertion, les droits au chômage. Une petite question pour les coopérateurs. Donc, tous les locataires doivent être coopérateurs. La mise de fonds est importante. Elle correspond quoi à la garantie locative ou... Non, il y a la garantie locative habituelle. Et alors, il y a en fait 4 actions dont une seule doit être libérée. Et ce sont des actions à 25 €. Donc, ça a un coût de 25 € supplémentaires pour le locataire. Très bien. OK. Merci. Merci. Avant de passer la parole donc à Christophe, je le laisse installer sa présentation. Et donc, comme où vous posez vos questions sur le fil de discussion et puis et on les prend à la fin ou à la fin de chaque intervention, comme vous voulez. Donc, est-ce que c'est bon pour toi, Christophe? Et Nathalie nous a rejoint, donc elle terminera la présentation. Je vais remonter dans ma présentation. Voilà. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc,
Je vais vous présenter, j'ai choisi, puisqu'on s'est un peu organisé auparavant entre nous trois pour ne pas se répéter, donc il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par Cédric concernant les CISP, les fusions. Nous ne sommes pas donc le Foyer Lacquenois, c'est une société qui est plus que centenaire, elle a été fondée en 1920, du temps où Laken était encore une commune, puisque Laken a été absorbée par la ville de Bruxelles en 1920, donc immédiatement après. Et la particularité de cette société dans le cadre des fusions, c'est que nous n'avons pas été fusionnés. Nous avons repris du patrimoine qui provient également, on en a parlé tout à l'heure avec Comenciac, qui a également repris du patrimoine de Sorello et Lorebru. Nous avons aussi hérité, dans le cadre de la fusion, d'immeubles qui se trouvaient sur le territoire lacquenois de Sorello et Lorebru, et également d'immeubles venant de ce qui était le foyer bruxellois, qui est actuellement le logement bruxellois. Donc, notre patrimoine bénéficie d'une cohésion territoriale assez exceptionnelle, puisqu'il est en totalité sur le territoire de la ville de Bruxelles. Nos actionnaires sont en majorité des actionnaires publics Ville de Bruxelles et CPAS de Bruxelles pour la plus grande part, une partie par la SLRB, la région, et quelques actionnaires particuliers qui proviennent également d'ailleurs de cette fusion, du cadre de la fusion dans lequel un patrimoine a été repris, et nous avons également eu des actionnaires individuels avec très peu de parts qui nous ont rejoints. Notre forme de société est une société coopérative à responsabilité limitée. Et quand je disais extraordinaire cohésion territoriale, c'est même la plus grande partie du territoire historique de Laken sur lequel se trouvent les bâtiments du foyer, avec le centre de Laken, nos bâtiments des années 20, la cité modèle dont je vais parler de manière plus importante après, et le quartier nord qui faisait partie, on l'ignore, beaucoup l'ignorent, mais Laken se situait en deçà et au-delà du canal. C'est vrai que nous avons une rue du Palais Outrepont d'ailleurs, mais donc la partie historique de Laken. Pardon. Donc la partie, il y a quelques immeubles qui se trouvent au début de la chaussée d'Anvers et qui sont là sur le territoire historique de la ville de Bruxelles. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux projets, un projet qui fonctionne depuis 2010 et un projet qui a été inauguré en 2022. Et j'ai choisi non pas de me focaliser essentiellement sur des projets collectifs, puisque nous menons beaucoup d'actions collectives. Alors, on a vu avec Comenciac qu'il y a aussi des projets de potager, de ruchers. Nous avons aussi des projets de potager collectifs, des projets de ruchers et des projets de cohésion sociale au quartier nord et ici. Mais je vais vous présenter deux projets plus particuliers qui ont un impact à la fois pour les habitants, un impact sociétal plus vaste, notamment dans le cadre, pour le premier, d'une insertion socio-professionnelle et également une activité qui est tenue de manière commerciale, ce qui présente une difficulté supplémentaire. Alors, nos projets, vous voyez ici le site de la Cité Modèle, donc qui est de 3 implantations majeures. On a encore quelques bâtiments aussi Cité Jardin du côté de la rue de Wandt et Wannekouter, dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est la plus petite partie de notre patrimoine. Donc, on a sur la Cité Modèle environ un tiers de nos 3800 logements. Donc, vous avez une vue d'ensemble. Les deux projets que je vais évoquer pour vous aujourd'hui sont d'une part ce restaurant et d'autre part le four à pain. Ils me permettront aussi de parler du réaménagement de ce site de la Cité Modèle, qui a un vaste plan de rénovation avec un nouveau plan masse, le tout lancé en 2005 par mon prédécesseur.
est toujours en cours aujourd'hui et que nous pensons terminer à l'horizon 2030, si tout va bien, avec une rénovation complète de tous les immeubles du site et en plus la réalisation de nouveaux immeubles et de nouvelles infrastructures qui avaient été prévues dans le projet initial de la cité modèle. Donc, cité modèle qui se voulait être la vitrine de la réalisation en matière de logement public pour l'exposition de 58, qui avait prévu un grand nombre d'infrastructures collectives, mais en raison des circonstances financières, beaucoup n'ont pas pu être terminées. Alors, récemment, nous avons réalisé ce restaurant qu'on va vous montrer. On a également inauguré il y a 3 ans une crèche. Nous avons un nouveau projet de bibliothèque également qui sera inauguré l'an prochain et également une nouvelle maison de quartier. Donc, on développe des infrastructures qui étaient prévues en partie à l'origine et qui n'ont pas été réalisées, qui maintenant voient le jour. Alors, le premier projet, c'est ce restaurant Azoé. Sur l'image précédente, vous voyez l'étang qui est également un projet de vaste réaménagement paysager avec cet architecte paysagiste mondialement connu qui est Gilles Clément. Et donc, vous avez une vision d'une partie de ce réaménagement sur le site de la cité modèle. Alors, avant tout, et c'est là le grand problème des CISP quand elles se lancent dans de vastes projets de rénovation, c'est que nous avons des habitants. Et il y a forcément un impact dans le cadre des réaménagements avec de vastes plans de relogement. Alors, quand on travaille sur des immeubles qui comprennent 90 à 100 logements, vous vous imaginez, surtout dans les contraintes actuelles, l'ampleur de ce relogement, les difficultés qui peuvent être liées à des squats éventuels, des difficultés liées à des logements qui sont soit suradaptés, soit sous-adaptés, et nous devons bien entendu profiter de ce plan de relogement pour donner à chaque famille et à chaque occupant la taille du logement qu'il mérite. Et donc, cela nécessite l'intervention de tous les services du foyer et une forte énergie. Alors, au tout début de ce projet de reconstruction et de rénovation de la cité modèle, on a dû passer, vous voyez, par des portes à cabines. Et donc, le projet Azoé, qui a vu le jour en 2010, a d'abord commencé par un porte à cabines et a fonctionné pendant quelque temps dans ces circonstances sympathiques, conviviales, mais difficiles. Alors, comment est né ce projet de restaurant Azoé? C'est né d'une intention de la ville, de plusieurs institutions dépendant de près ou de loin de la ville. Alors, la centrale de l'emploi, la mission locale pour l'emploi et le foyer Lacquenois. Nous avions cette volonté de partager avec ces différentes institutions des problématiques qui nous concernent toutes et tous et qui ont trait justement à la mise à l'emploi, à la cohésion sociale des habitants de vastes ensembles comme celui de la cité modèle, à la nécessité de pouvoir offrir dans le cadre d'une insertion socio-professionnelle des formations de qualité et enfin de fournir aussi un service de qualité à un prix modique ou en tout cas nettement contraint à l'ensemble des habitants, non seulement ceux de la cité, mais également les habitants des environs. Parce que, contrairement au projet idéal voulu par les concepteurs de la cité modèle, qui était dans l'idéal moderniste de Le Corbusier et de tous les participants des congrès internationaux d'architecture moderne, et il y avait de nombreux Belges puisque le 3e congrès était organisé à Bruxelles en 1930 et dès celui réalisé en 27, si je ne m'abuse, à la Sarraz en Suisse, les architectes belges étaient présents. Il y avait à l'époque une opposition entre la ville ancienne et la ville moderne. Et la volonté, bien entendu, de personnalités comme Renat Brahm et d'autres, c'était dans cette opposition de ne pas voir
les personnes qui allaient habiter leur cité moderne être corrompues par les habitudes et le mode de vie de la cité ancienne. Donc, cette cité idéale, qui était la cité modèle, était conçue comme étant un ensemble fermé qui vivait en autosuffisance, disons, mais en tout cas sans lien avec cette cité ancienne et avec le mauvais exemple qu'elle pouvait générer. Nous avons, dans le cadre de cette volonté de révision complète du site, changé radicalement l'idée et donc ouvert. Et le projet de Gilles Clément, vous avez vu un des deux, un autre c'est un vaste escalier qui se trouve, que vous voyez maintenant ici, qui se trouve là. Donc les portes à cabine n'ont pas été installées au site où se trouve le restaurant qu'on va voir après, mais ils sont installés à côté d'un autre projet de Gilles Clément qui vient d'être planté, qui est là, qui est un escalier qui mène à notre seule infrastructure d'origine collective, qui est Cité Culture ici, et qui est donc la seule qui avait vu le jour dans les années 60. Et donc maintenant, on ouvre. Donc le projet d'origine terminé était plus ou moins clos ici par des bâtiments de bas de 2 ou 3 niveaux. Le reste de tous les bâtiments de la cité sont des bâtiments conçus dans les idéaux modernistes, c'est-à-dire sur pilotis, pour dégager de vastes espaces paysagers. Et donc, cela a été maintenu dans le cadre de nos rénovations, mais ce qui a changé, c'est que maintenant, on s'ouvre sur l'extérieur. Et donc, attendez, ça c'est le Siri qui s'est ouvert tout seul. Hein. Pardon. Et donc, cette volonté d'ouverture, elle se montre également via Azeway, puisque c'est un service à des prix réduits pour nos habitants, mais des prix réduits aussi pour les environs, pour que ce soit un lieu de rencontre de tous. Alors, pour ne pas que ce soit également occupé uniquement pour les habitants environnants qui auraient plus de moyens et qui bénéficieraient de ce prix réduit, on prévoit également qu'ils ne peuvent pas y venir plus d'une fois par semaine, ceux des environs, de manière à laisser toujours une disponibilité à nos habitants. Donc, vous voyez les participants d'origine, qui sont des participants tous bruxellois, et nos objectifs ici, donc renforcer ces liens de convivialité, pouvoir répondre à cette demande de mise à l'emploi et le service de qualité. Alors là, on est à une autre étape. Nous sommes à une étape non plus les portes à cabine, mais le bâtiment final réalisé en face de la station de métro Roi-Baudouin, qui dessert directement notre site Cité Modèle, l'aménagement paysager, et vous voyez, on a plutôt l'impression d'être quelque part dans le sud, avec une magnifique terrasse et toute l'équipe du restaurant Azeway. Alors, cet objectif socio-professionnel, comment le réalise-t-on? On le réalise avec une convention avec Actiris, le soutien de la ville et des services publics régionaux. Le soutien du foyer, c'est que nous mettons à disposition, on a construit et on met à disposition ce restaurant. On fait partie du conseil d'administration et nous aidons donc régulièrement cette structure. Il y a un certain nombre de couverts. Et le principe de formation professionnelle, c'est une formation qui se déroule par 6 mois. Donc, chaque jeune bénéficie d'une possibilité de faire en réalité 4 fois 6 mois, c'est-à-dire 2 années de formation complète, soit en salle, soit en cuisine. Nous avons, je reviens à l'image précédente, vous voyez le grand avec sa toque, on a un chef exceptionnel. Alors, on a eu beaucoup de difficultés à trouver parfois des bons chefs, mais là, on a vraiment quelqu'un de très bien. Nous avons également un chef de salle, donc ce sont les 2 professionnels, et une responsable de la structure, Agnieszka Matching, qui est là au centre, à côté de l'échevin Maguin, qui a dans ses prérogatives tout ce qui concerne l'emploi à la ville. Et donc, nous avons ces 3 professionnels qui encadrent toute une structure. Là, il n'est pas au complet, il y a quelques personnes manquantes et en général à peu près 4 à 5 personnes en salle en plus qui sont formées et 4 à 5 personnes en cuisine. Et
Au bout des 6 mois, il y a toujours une évaluation et les personnes qui réussissent cette évaluation restent pour une nouvelle période de 6 mois. Et à la fin de ces 2 ans, ils ont en principe une formation qui leur permet d'accéder à un univers professionnel HORECA, sachant qu'à l'origine, pour rentrer dans cela, le public cible, ils ne sont détenteurs qu'au maximum un certificat de l'enseignement supérieur secondaire ou tout autre diplôme, mais ils acquièrent tout grâce à cette formation et une formation directement qualifiante dans le marché du travail. Et donc, nous avons un très bon taux au bout de cette période où on a remis quand même à peu près une 50aine de personnes qui ont pu intégrer dans le cadre de ce projet le monde du travail. Et donc, nous poursuivons cette action et je vous invite tous à venir un jour à The Way. Il faut réserver longtemps à l'avance. Ce restaurant est ouvert tous les jours de la semaine le midi, sauf le vendredi. Et le vendredi, nous avons une soirée particulièrement prisée. Et donc, il y a vraiment une interaction entre les habitants, entre les voisins, entre les générations, avec une présence très forte. Et on a réussi à passer la période du Covid parce qu'effectivement, c'est une grande difficulté pour une organisation, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, qui est peut-être aidée, mais qui fonctionne aussi avec des fonds propres et avec une gestion, un manager qui est Agnieszka, qui doit gérer également une activité commerciale avec de l'aide publique. Alors, ce projet se passe très bien et a pu passer avec succès l'épreuve du Covid, où on a quand même continué. Non pas, on a fait quelques fournitures externes et nous avons également réorganisé certains services en interne et la cuisine. Alors, second projet, qui est un projet qu'on avait lancé avant la Covid, aussi sur le site de la Cité Modèle, mais à côté de notre terrain de pétanque, c'est ce four à pain. Alors, il est né réellement d'un travail participatif collectif avec les habitants et d'un projet qu'ils souhaitaient voir se réaliser. Et il est l'œuvre conjointe de nos services techniques, des habitants et de notre ASBL. On est également la seule société immobilière à avoir notre service social individuel et collectif qui est niché dans une ASBL propre, qui s'appelle la ASBL Cité Modèle, mais qui dessert tous nos sites. Alors, vous voyez là les épreuves, les étapes de la construction. Ce projet était quelque peu ralenti par la Covid parce que nous avions l'impossibilité d'organiser des réunions. Et comme je le dis, il n'a pas été imposé par le foyer en aucune manière, mais il est vraiment le travail collectif de nos équipes et des habitants. Et donc, il y avait la nécessité de se voir et pas simplement en Teams ou en Zoom. Et donc, ça a pris un peu plus de temps. Et nous avons d'ailleurs un habitant, tous des habitants autour qui ont travaillé également à la maçonnerie. Alors, on s'est fait aider d'experts, évidemment externes, mais ce sont des habitants qui ont réalisé la construction avec nous. Alors, il est au cœur de la cité et donc, vous voyez l'évolution de ce four à pain. Et ici, j'en profite avec ma petite flèche, mais là, je n'ai pas de photo encore avec la construction. Nous aurons notre nouvelle bibliothèque et on vient de terminer le réaménagement de cette tour qui est la plus haute tour, une des 3 plus hautes tours de notre site et dont on vient de terminer la rénovation complète. Donc, vous voyez un peu le site, les intervenants. Alors, les intervenants, là, ils fonctionnent déjà. Donc, il a été inauguré cette année et nous avons notre ASBL. Nous avons Picole. Alors, Cédric évoquait tout à l'heure et Kevin également les projets PCS. Et Picole ASBL, c'est une ASBL de Laken. Et c'est avec elle que nous avons notre PCS sur le site centre de Laken et Cité Modèle. Bravo ASBL, c'est une ASBL dépendant de la ville qui comprend notamment les gardiens de la paix
et ils ont un responsable qui est là au premier plan, qui s'est également impliqué dans ce projet, parce que non seulement il est gardien de la paix, mais également des projets locaux sociaux. Donc, quand je vous dis un projet qui a pris un peu plus de temps que prévu, c'est effectivement une petite construction, mais comme elle a été faite de manière participative et qu'il y a eu le Covid, donc vous avez ici le déroulé chronologique de ce projet. Donc 2018, début de l'étude, coulage de la dalle, formation maître-feu et construction du four et maisonnette, et nous l'avons inauguré en 2022. Et ici, vous avez un échevin de la ville, Benoît Ehlings, qui s'est impliqué aussi dans ce projet avec des habitants. La pérennisation et l'autogestion. Donc, c'est un projet qui est également en autogestion. Donc, il y a un allumage du four une fois par mois et il est donc entouré par tous les habitants et participent aussi des personnes qui sont impliquées dans le potager collectif et le rucher que nous avons sur le site Système Modèle. L'objectif opérationnel est multiple. Bien entendu, il y a tout cet aspect cohésion sociale et participation des habitants, mais il y a aussi la thématique de l'alimentation durable et diminuer gaspillage et déchets des restes de pain. Alors, je ne vous dis pas que les déchets de restes de pain, on est souvent confronté au problème des pigeons, des rats et autres, c'est-à-dire que tout ce qui est jeté sur le site, pour nous, est un gros problème et alimente des soucis d'environnement et des soucis de propreté collective qui sont un problème auquel on est confronté. Et donc, on a voulu aussi, par ce four à pain, sensibiliser à l'importance de ne pas jeter comme ça du pain et de ne pas consommer du pain. Mais bon, la crise aussi actuelle a amélioré d'ailleurs cette situation. Et ça se voulait également un des objectifs opérationnels importants pour notre projet, en plus de tout ce qui avait trait à la cohésion sociale et à la participation individuelle et à la fierté aussi de se sentir habitant de la cité modèle. On favorise l'échange interculturel. Nous avons pour le lancement organisé d'ailleurs une pièce avec une équipe artistique qui avait produit un projet exceptionnel sur la naissance du pain et l'histoire du pain. On a cet espace de solidarité et on fait différents projets et des conceptions régulières avec les personnes du site de la Cité Modèle et de nos autres sites qui peuvent être, disons, invités à cela. Alors, on a été présent aussi dans Contour. On a également une revue trimestrielle qui s'appelle Toc Toc, où nous animons différentes pages liées à nos activités à ce titre. Voilà, je vous remercie pour votre disposition. J'ai préféré me centrer sur 2 projets, parler de manière plus générale, mais bien entendu, on a également des achats clés sur porte, plusieurs, dont un qu'on va ouvrir sur un ancien site industriel qui s'appelle Les Pierreries, un autre en face de l'hôpital Bruckmann-Romelard et un autre rue Léopold Ier. Et donc, on participe à tous les projets dont vous a parlé Cédric tout à l'heure, et avec la SLRB, bien entendu, tutelle et partenaire. Je vous remercie tous et je vais regarder les questions. Il y a pas, c'était des petites précisions. Pour là, les questions, on peut laisser la parole à Nathalie et puis on fera des questions croisées à la fin des interventions. Ça vous va? Merci, Christophe. Merci. Donc, Nathalie, bienvenue. J'arrête le partage. Voilà. Pour le retard, Non, avec quelques problèmes. On est rassurés. Et donc, voilà. Moi, je n'ai pas un PowerPoint en continu. Je vais vous présenter notre plan d'investissement et ce qui est prévu et la façon dont nous avons mis en œuvre ce genre de choses. Donc, je vais partager avec vous le plan ici. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Oui? C'est bon pour nous. Et donc, il faut savoir que pour l'historique de Binôme, Binôme est la fusion de la société Cloise du logement et du foyer excellois.
Il y avait un très lourd passif de logements inoccupés au moment de la fusion, donc on avait plus de 400 logements vides inhabitables. Et donc, les 6 ans de fusion ont servi à marche forcée à essayer de mettre en œuvre tout pour que les 400 logements issus d'Ixelles soient remis parfaitement en état. Nous avons même été plus loin dans les projets puisqu'il y a eu un prix pour une présentation d'un travail sur l'économie circulaire faite sur le chantier 22, 23 et 4. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc, on s'est concentré surtout sur ce genre de choses-là. Donc, nous avons Belle-Iris, c'est tout le quartier Bundal, en fait, qui était à rénover. Dans un endroit aussi, pour un petit peu expliquer les difficultés que peuvent avoir une CISP, où nous avions des squatters, et ça dans 150 logements, donc c'est quelque chose de terrible hein, pour une CISP au jour le jour. Et jusqu'à la mise en route des travaux, ça a été assez difficile, ça a été tout à fait gérable tant qu'on a fait ça avec des associations et que c'était du logement provisoire, mais ce qui s'est passé, c'est que dès que nous avons mis en place les travaux, on a eu du squat sauvage et donc énormément de dégâts. Donc, on avait lancé un projet d'économie circulaire. Ce projet d'économie circulaire a été mis en place sur 22, 23 et 4. 22, 23 et 4, c'est la 3e et la 4e phase de la rénovation d'une cité qui compte 300 logements. Je ne sais pas si vous voyez cette cité près du cimetière d'Ixelles, dans la chaussée de l'avenue de Visé, la chaussée de Bundal et l'avenue d'Ons. Et donc, vous avez la vue de ce que ça devient maintenant. Il a été créé évidemment des locaux sociaux et on a créé dernièrement, mais ça j'expliquerai dans le volet social, on est en train de créer une communauté d'énergie à travers des locataires de Bundal qui se réunissaient au départ par rapport à un café solidaire qui a été mis en place, et nous avons aussi mis en route une recherche scientifique avec des subsides d'Innoviris et l'IGA de l'ULB. Donc ça, je vais expliquer après le projet que nous avons mis en place. Et ça se situe dans tout ce quartier Bundal où nous avons fait des travaux. Alors, je vais vous parler des projets que nous mettons en route de construction. Donc, vous avez toutes les rénovations sur Excel, je vais passer parce que ça, c'est assez classique en soi. Nous avons plusieurs projets de densification. Donc, nous avons sur Rucle la construction de 90 logements dans le quartier du Hombourg, qui est une cité-jardin où il y avait énormément d'espaces verts. Et nous ajoutons au milieu des bâtiments existants de nouveaux bâtiments. Donc, ce sont par exemple les anciens bâtiments. Et vous avez l'introduction, ici aussi c'est un ancien bâtiment qui a été rénové, et l'introduction de maisons unifamiliales entre les bâtiments. Dans ce quartier qui est totalement isolé, qui se trouve en fait juste à côté de Linkebeek, nous allons aussi créer une salle communautaire, un commerce, et essayer de redonner des activités dans le quartier. La commune est participante à la chose, et donc il y a aussi un club du 3e âge qui tournait et qui va être relancé. Il y a aussi un PCS, et ça je vais vous parler du PCS après. Donc ça, ce sont les projets sur Uccle. Il y a le Clos des Mariés, donc avenue de la Couronne et rue Fritz Toussaint. Je suppose que là aussi, le Clos des Mariés, ce sont les anciennes casernes de gendarmerie qui font le coin entre l'avenue de la Couronne et le boulevard Général Jacques. Et donc là, on a la rénovation de 31 logements, plus la construction de logements aussi, dans ce clos.
On a aussi racheté le bâtiment qui se trouve le long de l'avenue Witzmann et du boulevard Général Jacques. C'est aussi les anciens appartements des gendarmes pensionnés. Donc, on a vraiment bénéficié sur Ixelles du rachat de tous ces bâtiments publics. On avait constitué au départ une cellule d'acquisition avec une personne qui passait son temps à rechercher tout ce qui était libre et ce qui était vide. Et c'est comme ça qu'on a mis en route la création de plusieurs projets qui se sont concrétisés, donc pour Jacques 202, pour le Clos des Mariés, donc les casernes. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est la rénovation de nos bâtiments en rajoutant des logements. Donc, on a essayé d'optimaliser tous les endroits où on peut densifier pour créer du logement. Donc, ça, on fait au Tilleul. Ça se trouve chaussée de Boisfort. Donc, ça, c'est le bas de Ixelles, près du Driss à Boisfort. Donc, juste à côté des logements sociaux d'une autre société. Et donc, vous voyez qu'on densifie en créant, en montant des colonnes en plus, et on ajoute donc des appartements et on agrandit certains. Donc, pour les rendre plus convenables, on a aussi des projets de construction sur les terrains que nous possédions encore à Uccle, puisque sur Uccle, on avait encore du terrain, et là, donc, on a la construction de 34 logements sociaux. Alors, ça, c'est un bâtiment assez emblématique que nous avons, mais peut-être pas dans le sens positif du terme, parce que, comme vous voyez là, on a eu une architecture très curieuse qui a été mise en place dans les années 70, d'un bâtiment dont les couloirs sont à l'intérieur, donc sont sans lumière du jour, et où il y a des angles partout. Donc, en fait, c'est un bâtiment très anxiogène, où on a eu beaucoup de problèmes. On a eu pas mal de grosses délinquances. C'est là où on a implanté le premier PCS. Et ce bâtiment va être totalement rénové pour essayer d'un peu casser toute cette difficulté, cette anxiogénéité qui vient du fait de la construction. Il faut savoir que vous pouvez regarder dans Bruxelles, vous ne trouverez pas un deuxième bâtiment comme ça. Et c'était pensé à l'époque, pour la petite histoire, comme ça vous savez, les architectes avaient prévu que quand un locataire rentre chez lui, l'autre locataire ne puisse pas voir qui rentre chez lui, au nom de la liberté individuelle, ce qui a créé un gros problème de contrôle social. Voilà. Et donc, on se trouve avec ce bâtiment qui fait 312 logements avec une seule chaufferie, une seule entrée d'eau, enfin bref, un bâtiment énorme. Et donc, pour cette rénovation, la commune nous accompagne avec un projet aussi de politique de la ville, c'est-à-dire que nous rénovons complètement le bâtiment, on rajoute des terrasses, on fait des entrées transversales qui amène à l'extérieur. On construit un bâtiment plus sur le côté, donc ça c'est pour la densification. Et devant se crée une bibliothèque, mais pas une bibliothèque classique, une bibliothèque médiathèque qui est plus à l'idée de la bibliothèque française, c'est-à-dire beaucoup plus interactive qu'une bibliothèque traditionnelle, dont l'espace sera partagé par le PCS qui est en place dans le Merlot. Ici, il y a un atelier vélo qui a été constitué, qui existe déjà, mais qui se fait en fait dans les jardins et au petit bonheur, parce que dans les parkings, c'est un peu dangereux et malsain au niveau de la respiration. Et donc ici, on crée un atelier vélo, un véritable atelier vélo digne de ce nom pour développer ce projet. Et donc, c'est en partenariat avec le PCS que tous ces projets se sont créés, étant donné que certains des jeunes ici tenaient déjà une bibliothèque à l'intérieur du bâtiment, puisque nous avons à côté un autre petit bâtiment qui servait où il y avait une petite salle communautaire, mais pas vraiment suffisamment grand. Donc ça, c'est un des projets.
Et donc, tout ce que nous essayons dans tous les bâtiments que nous rénovons pour des raisons d'isolation et autres, eh bien, nous rajoutons systématiquement un projet de travail collectif. Il faut savoir qu'en fait, nous manquons énormément de lieux pour faire ces projets. Et donc, ça, c'est un travail qui est en cours. Nous avons des PCS, mais souvent, les lieux ne sont pas suffisamment développés, comme vous l'avez vu dans les espaces qu'on peut créer, comme à Laken ou à Comencia, ben, c'est des espaces que nous essayons de créer aussi pour pouvoir développer des activités. Alors, donc ici, je vais vous parler, ça ce sont les projets futurs de construction. Donc, nous avons des projets de construction avec le SFA, ça c'est un très vieux projet qui date des années 2000. On a à Trône un projet de 15 logements, à Couronne, une acquisition de 34 logements avec le PUL et les communes. Il y avait un projet et nous avons acquis. On va probablement prendre la fin du bâtiment qui est déjà en rénovation. On a un projet sur Varda à XL, qui est un clos qui se trouve derrière le complexe Sakarova. On a aussi un projet Kayenbent, mais qui est beaucoup plus aléatoire, puisqu'il y a une zone d'intérêt biologique et écologique, et donc il n'y aura probablement rien sur cette zone. Ce qui se passe chez nous, c'est qu'on n'a pas de clé sur porte, parce que les projets qu'on nous a proposés sur ECLEXL coûtent tellement cher que ça ne peut pas être rentable une seule seconde. Or, Binôme a d'énormes problèmes financiers et ne peut plus prendre des projets qui ne soient pas rentabilisés dans les 5-6 ans. Or, ici, il faut 25 ans pour rentabiliser le projet, tellement le montant des clés sur porte est élevé pour nous. Et donc, on a dû renoncer aux clés sur porte qu'on a pu trouver ou qu'on nous a proposées. Il faut savoir que ça peut dépendre des communes, le prix des clés sur porte. Voilà, ça c'était pour vous indiquer. Et donc aussi, pour des raisons financières qui sont issues d'avant la fusion, hein, et que donc on a du mal à résorber, pour lesquels on est en discussion avec la SLRB, nos projets d'investissement pour le moment, on a arrêté là. Ils sont assez nombreux. Nous avons beaucoup de logements, on passe à 700 logements de plus à la fin des travaux, mais on ne peut pas continuer. On n'a plus la possibilité financière de continuer, et certainement pas dans les conditions actuelles. Voilà, ça c'est peut-être une petite chose que j'amènerai dans la discussion, c'est qu'en fait, à Binôme, du fait d'un passif, on tire la sonnette d'alarme, nous ne pourrons plus financièrement tenir le coup sur l'agrandissement puisque les projets ne sont pas rentables et coûtent beaucoup trop cher. Donc ça, c'est vraiment un souci pour nous. On a vraiment cette crainte même de ne pas savoir continuer. Donc, voilà, on est en discussion, on essaie de trouver des solutions, mais ce n'est pas aussi évident que ça. Donc voilà, c'était pour quand même signaler que ça n'est pas non plus tout rose. Alors, sur les projets sociaux, on a en fait attendez que je vois si je vais essayer de prendre notre projet. Je ferme celui-ci. Attendez, je vois comment est-ce qu'on sort. Ah, voilà, un nouveau partage. Voilà. Bon. Faut fermer le premier document, Nathalie, c'est grave, si tu peux. Je ferme le premier document. Oui. Ouais. Désolée, je n'emploie jamais Zoom, mais donc je ferme le premier document. Voilà. Il recommence partage et ça Voilà, va. ce sera Voilà. plus simple.
Ouais. Alors, je vais vous partager celui-ci. OK. Pardon, hein, excusez-moi de votre attente, mais j'ai vraiment été légèrement perturbée. Là. Hop. Voilà. Et on va. Vous voyez le document? Non, il n'est pas arrivé là. Oui. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon? Voilà. Alors, je vais... Partiellement, voilà, c'est bon, il arrive. OK, C'est bon? on l'a. Alors, en fait, nous avons sur le quartier Boulidal, au début du confinement, nous avons rencontré l'IGEAT qui était sur un projet de recherche avec comme financement Innoviris et un projet de co-création qui était occupé à travailler avec nos habitants et il leur demandait des renseignements sur leur consommation. Et nous sommes entrés dans leur projet de recherche. Donc, ce projet de recherche, c'est la création de communautés d'énergie et l'aide aux habitants en créant, en voulant en même temps créer du lien social et de la cohésion sociale à travers cette recherche de communautés d'énergie. Vous voyez toujours la présentation? Parce que moi, j'avais un autre message. Alors, de tout ce travail, donc on a pris les données des habitants du quartier, on a mesuré le degré de pauvreté énergétique des habitants du quartier, ce qui est assez étonnant quand on a les chiffres. Et puis, on a commencé à travailler avec les habitants, et vous avez ici l'équipe qui a créé, ces habitants ont créé cette communauté d'énergie. Nous étions donc en train de penser à placer les panneaux photovoltaïques dans le fameux marché avec la SLRB, mais qui n'a pas eu lieu, malheureusement. Mais cette communauté s'est développée, a énormément apporté aux habitants, grandi et a provoqué presque un projet de cohésion sociale initié par les habitants finalement. Et donc, nous les accompagnons. L'étude universitaire se termine et c'est le 15 février qu'il y aura une présentation au Parlement bruxellois du projet. Et pour que la communauté reste unie, puisque nous n'avons pas pu donner de production d'énergie et vraiment créer la véritable communauté d'énergie, parce que créer la SBL et ne pas avoir d'énergie à partager, c'était un peu embêtant. On a décidé de la créer, mais lentement, et de faire certains projets collectifs, dont un projet collectif de vélo cargo qui s'est mis en place, plus des projets de cuisine communautaire où on attend un local. Et donc, on commence à avoir vraiment tout un travail qui se fait autour de cela. De cette communauté d'énergie et de l'expérience que nous avons fait, parce que cette communauté d'énergie se crée aussi avec l'aide d'une ASBL qui s'appelle Energy for Commons. Et avec la crise qui est arrivée, nous avons, donc, ça c'est tout le déroulé du travail qui s'est passé, de cette communauté d'énergie, nous avons créé avec la crise tout un travail par rapport à la crise énergétique. Et donc, du modèle de ces voisins d'énergie, on est reparti pour faire un marché qu'on a passé avec plusieurs ASBL qui vont conseiller les locataires. Et nous avons fait tout un programme donc, que je vous montre ici. Je vais arrêter le partage et vous donner le partage suivant. Non, ce n'est pas celui-là.
Attendez. Voilà, nous avons en fait créé. Où est-ce- Partager. Vous êtes toujours là? Oui, mais on n'a pas le partage. Oui. Ça donne là. Voilà. Et donc, nous avons, désolé, hein, je vous dis, j'ai été fortement perturbée et ça ne m'a pas permis de préparer les différents documents. Je vais le fermer comme nous avons fermé l'autre et vous partager ce document-là. Hop. Et ça, c'est en fait ce que nous avons mis en place par rapport à la crise énergétique. Nous avons mis en place des visites régulières chez les locataires, dans tous les sites avec les locataires, où nous avons travaillé avec eux sur la consommation, comment la diminuer. Le service social était avec et expliquait comment aller chercher des aides, des subventions, etc. Et donc, étant donné, je veux dire, ce projet de voisins d'énergie, cette recherche qu'on a fait, nous avons pu enclencher tout de suite sur un travail de mobilisation de certains de nos travailleurs qui ont été vers les locataires. Et maintenant, ce travail est transmis à d'autres ASBL et aux personnes qui sont de Voltataka et qui se sont mises aussi, qui se sont présentées pour aider dans ce travail. Je ne vais pas vous représenter d'autres documents parce que sinon, ça va être plus embêtant qu'autre chose parce que vous ne les voyez pas. Et donc, peut-être plutôt vous expliquer par rapport à nos PCS maintenant. Nous avons des PCS depuis 2003 et nous avons fondé une ASBL qui couvre 4 PCS chez nous, même 5, je crois. Bork, Merlot, Melkriek et Akarova à Excel. Nous avons 4 PCS donc, qui couvrent Cité Jardin ou Grands Ensembles. Et nous avons fait ces PCS avec une seule association pour essayer d'avoir la même philosophie à travers tous nos quartiers. Les activités sont parfois particulières à un quartier, mais il y a une entraide et il y a un échange entre tous les quartiers à ce moment-là. Ce qui est un plus, nous considérons que c'est un plus. Et donc, dans ces quartiers, il y a toutes les activités qui ont été citées auparavant. On fait des potagers collectifs, on a des écoles de devoirs, beaucoup, particulièrement sur Excel. On a développé énormément d'écoles de devoirs partout. Il y a des activités avec les plus jeunes, des sorties aussi vers l'extérieur et en province, ce qui a été fait aussi avec les jeunes pendant le Covid. Et plusieurs animations ont été créées lors du Covid. Il y a aussi des réunions avec les locataires sur les thématiques qu'ils voudraient voir traitées avec la CISP. Et à ce moment-là, la CISP vient et répond aux questions des locataires et on peut aussi aménager à ce moment-là certaines demandes des locataires. Et donc, c'est à travers ce travail-là que nous participons avec, que nous faisons notre travail collectif et communautaire, mais on attend surtout aussi le développement des grands projets avec les bâtiments qui doivent nous servir à développer ce côté-là, évidemment. Par contre, on a un très bon réseau avec la commune d'Ixelles, qui a énormément d'associations, évidemment, autour, ce qui est beaucoup plus difficile sur eux. Mais là, la commune bouge depuis 4-5 ans et on a une plus grande ouverture avec eux aussi, puisque c'est beaucoup en partenariat actuellement qu'on doit travailler.
étant donné le manque d'espace qu'on a pour pouvoir faire nos projets. Ça, c'est à propos du travail avec les locataires. Nous avons fait une enquête de satisfaction par rapport aux locataires et mais ça a été assez compliqué parce que ça a démarré juste avant le Covid et donc on a eu du mal à récolter tout ce qu'on devait avoir. De cette enquête vis-à-vis des locataires, nous avons eu un retour négatif au niveau de la communication, positif pour pas mal d'autres choses, parce qu'il y a une politique de remise en état et de suivi des travaux assez serrée. Et donc, cette politique, attendez, parce que là, j'ai la politique de, désolé, hein, j'ai vraiment été trop perturbée. Donc, la politique de binôme au niveau non, je suis tout Si tu veux, on peut passer aux questions et puis après, voilà, chacun reprendra, comme ça te laisse le temps de récupérer. Oui, c'est gentil. Hein, ouais, on fait ça, super. Bon, et ben, en tout cas, merci à tous les trois pour vos présentations. Désolée, hein. Oui, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'était très complet, c'est très complémentaire. Je vais laisser la place aux questions. Vous levez la main, vous posez directement vos questions. On voit comment. Il y avait une question en attente. Peut-être que je peux vous lire. Dans le contexte de crise énergétique actuelle, comment faites-vous pour répercuter le coût sur les locataires? Est-ce que cela ne va pas créer une discrimination entre les locataires des bâtiments neufs et des plus anciens? Je ne sais pas qui veut répondre. Je peux commencer? Merci. Voilà, alors effectivement, pour nous, on est vraiment dans la crise face à ce problème énergétique. Alors, on parle beaucoup depuis le début de problèmes de communication. Alors, effectivement, le contexte des locataires, il y a eu une grande évolution des locataires avec lesquels nous travaillons et la communication est parfois très compliquée. Et il faut savoir que dans le cadre de cette crise énergétique, nos locataires, ils sont comme tous les citoyens. Ils sont confrontés à beaucoup d'informations, beaucoup d'inexactitudes, peu de prise de parole des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, qui annoncent des situations ou des solutions certaines. Et il y a énormément de désinformation et il y a énormément de situations qui ne sont pas maîtrisées. Dans l'ensemble, il faut tout d'abord dire que dans le secteur du logement social, pas mal de locataires sont dans une situation un peu plus privilégiée que les personnes en situation précaire qui se trouvent dans des logements du secteur privé. Étant donné que tous les locataires qui sont dans des immeubles collectifs avec chaufferie collective bénéficient d'office du tarif social. Donc, dès qu'il y a une infrastructure collective dans un logement collectif, ils ont le tarif social avec, bien entendu, le cadre précis du tarif social et les avantages que cela représente qui font qu'ils ont un coût qui est nettement moindre. Malgré tout, il y a une augmentation des coûts, mais elle est plus contrainte et plus prévisible. Et Cédric va sûrement en parler parce qu'il avait fait pour son conseil d'administration un tableau que j'ai utilisé aussi où on voit la différence en fait de l'intervention énergétique dans le cadre du tarif social et de ce que ça coûte dans ce qui est privé. Par ailleurs, il faut également dire que c'est pour, comme je le disais, infrastructures collectives dans immeubles collectifs. On a quand même des immeubles privés avec des infrastructures individuelles. Et là, les personnes bénéficient de ce tarif s'ils sont dans les conditions et ils ont tout ce parcours à faire avec les différents intervenants qui sont liés à ce tarif social. Alors, l'autre aspect de la question, donc pour nous aussi, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu tout d'un coup un double mouvement. Les locataires qui se trouvent dans des logements qui n'ont pas encore fait l'objet d'un plan de rénovation. Et il faut dire aussi que sur la ville de Bruxelles, nous avons la chance, le logement bruxellois et nous, d'avoir une intervention financière importante
Alors, nous, on a plus ou moins un tiers et le logement bruxellois a 3 fois notre intervention, mais ce sont des interventions qui nous aident à réaliser ce qu'on appelle un plan climat. Donc, à réaliser tout un ensemble de rénovations en plus ou, dans le cadre de rénovations plus lourdes, d'aller encore plus loin dans la rénovation pour pouvoir donner du logement performant. Mais donc, il y a forcément dans des sites où on va envisager seulement une rénovation importante, et pour notre cas, c'est notamment dans le quartier nord, puisqu'on a lancé un vaste plan ici sur la cité modèle depuis plusieurs années. Là, on est en train de le préparer pour le quartier nord. Mais là, il y a maintenant une impatience, parce que les personnes qui se trouvent dans des logements anciens, elles ressentent cela comme une discrimination d'être confrontées effectivement à cette situation d'un logement plus vétuste, sans forcément toutes les performances énergétiques des logements neufs, et elles le ressentent avec force. Elles sont dans le cadre d'une frustration importante et elles exigent qu'on fasse tout de suite quelque chose. Alors là, on a lancé pour ces locataires une sorte de pack énergétique, de pack de protection temporaire qui permet, avec la prise en charge de tentures thermiques, hein, avec la mise à disposition de systèmes qui permet de refléter l'énergie, de réfléchir l'énergie derrière les radiateurs. Ça, on a acheté toute une série de packs pour tous les logements, ils viennent les chercher. Et les tentures thermiques, nous intervenons sur les factures. C'est un coût conséquent qui peut se monter rien que pour notre site quartier nord à un demi-million. Donc, mais ce sont des solutions temporaires qui aident à atténuer le problème, même si quelque part, sur ce site, on n'a que des chaudières collectives et donc ils ont tous le tarif social. Alors, par contre, l'autre mouvement, c'est les personnes dans les logements neufs qui se plaignent malgré tout d'une augmentation de leurs charges et qui, même en ayant un logement neuf, sont là dans le cadre, et on a un effort à faire au niveau de la communication, l'utilisation des doubles flux. Et donc, dans le cadre des doubles flux, il y a tout un travail pédagogique, ne serait-ce même que dans des châssis plus performants avec les systèmes d'extraction d'air qui sont installés dans les châssis. Le moindre souffle d'air frais quelque part est maintenant perçu comme étant une perte d'argent. Et donc, là, on a dans ces logements neufs avec des très hauts niveaux donc énergétiques et en tout cas environnementaux, nous sommes confrontés là à tout un travail pédagogique qu'on va mener avec la SBL et où on va lancer à partir de janvier. On avait déjà commencé, mais on le poursuit avec des présentations de documents simples à comprendre, comment fonctionne vraiment le double flux, pourquoi vous ne devez pas obturer vos bouches d'aération, mais c'est un travail à faire, à refaire, à poursuivre et qui est très, très compliqué et très, très lourd. Mais nous sommes dans ce cadre-là. Donc, c'est intéressant de voir ce double mouvement entre les vétustes et les nouveaux. Alors, bon, le coût aux locataires, nous sommes également dans le secteur du logement social. Nous avons tout un système de calcul, hein, que ce soit pour le loyer, que ce soit la limitation aussi quant aux revenus. Enfin, tout ça est tout à fait encadré. Et donc, on ne peut pas faire comme on veut, notamment, ce sont des calculs complexes à ce niveau pour cela. Et le coût du logement, loyer plus charge, mais je vais peut-être laisser les autres répondre pour leur part, hein, parce que c'est une question intéressante. Peut-être que je peux répondre en ce qui concerne effectivement, au niveau des consommations entre les logements, même passifs, et les autres logements. Je crois que la question qui demande est-ce qu'il ne faut pas maintenant présenter le loyer avec les charges, oui, parce qu'en fait, dans pas mal de nos logements, les charges sont plus élevées que les loyers. C'est effectivement un véritable problème, mais si on met le montant des charges, pour une partie en tout cas, c'est encore relativement bas comme charge par rapport à des logements privés. Parce qu'il y a effectivement des logements, on a des isolations. Bon, par exemple, nos maisons unifamiliales
sont toutes isolées au niveau de la toiture, des châssis et le renouvellement de la chaudière. Mais on a encore des immeubles des années 80 qui sont en projet de rénovation et qui coûtent effectivement énormément au niveau de la dépense. Maintenant, notre souci est de se demander comment faire pour pouvoir faire diminuer ces charges de consommation, en tout cas. Sur les charges collectives, à nous de voir ce qu'on peut faire, hein, l'entretien, etc. Ça, nous, on peut jouer, mais au niveau des consommations et du coût de l'énergie, comment faire pour les diminuer, sachant qu'il y a une demande dans le privé qui est très grande aussi, qu'il y a déjà une protection du locataire social, et jusqu'où peut-on intervenir? Et la CISP ne peut pas non plus investir énormément parce que, par exemple, on est en discussion là sur une réduction à accorder aux locataires. Il y a des CISP qui investiront jusqu'à 400 000 € de réduction pour leurs locataires, ce qui est énorme dans un budget. Il faut s'en rendre compte. Et donc, c'est là où, comment trouver la solution, elle n'est pas dans nos mains. Je ne crois pas. Et dans le fonctionnement que nous avons, ça n'est pas possible d'encore accorder. Donc là, c'est vraiment vers le politique que nous devons nous retourner au niveau du prix de l'énergie. Je n'ai pas d'autre solution. On n'en a pas d'autre. Donc, on va faire tout ce qu'on peut, mais on est déjà au bord, pour certains, d'une asphyxie. Hein. Parce que si ça se reporte 1 année, 2 années, 3 années, on va arriver à des montants dépassant 1 million. Hein. Voilà, c'était pour un petit peu Cédric, tu veux peut-être répondre à compléter? ça. Et je voulais juste répondre pour les espaces verts, peut-être. Ah oui. Juste 50 €. Attends, parce que diminuer les charges d'entretien d'espaces verts, oui. Les charges d'espaces verts ne s'élèvent pas à 50 € par mois. Hein. Ça, peut-être qu'il y a d'autres charges à ce moment-là dans l'immeuble, mais ce n'est pas 50 € par mois. La charge pour les espaces verts s'élève à 10 € par mois. Je ne sais pas qui a envoyé la question. Victor Il pas les espaces verts, 50 €. Il y a d'autres charges avec les 50 €. Les espaces verts même, c'est 10 €. Et ça concerne l'entretien de tous les espaces qui sont dans le quartier. Et c'est égalitaire. Et c'est 10 € pour les maisons, mais si vos souvenirs sont bons, 3 ou 5 € pour les appartements. Donc, les 50 € de charge, ce ne sont pas les espaces verts même. Très bien. C'est là qu'il faut se mettre. Alors, dans ce quartier du Humboldt, suite à la densification que vous avez vue là, il y a un projet effectivement de faire l'entretien des espaces verts d'une autre façon et puis aussi d'être justement d'employer moins de main-d'œuvre et d'employer plus une participation de tous les locataires. Et donc ça, oui, il y a un projet qui est en cours pour diminuer la charge des espaces verts sur le Humboldt. Mais pour la personne, là, s'il y a besoin de renseignements, moi, je suis prête pour l'histoire des 50 € parce que là, ce n'est pas 50 €. Donc, il y a d'autres charges là-dedans. D'accord, on vous laisse voir ça avec lui. Donc, peut-être Cédric, tu veux ajouter sur la question énergétique? Je pense que mes collègues ont déjà été fort complets, mais ce que je peux peut-être juste dire, c'est qu'effectivement, il faut bien se rendre compte que le prix social, il est très inférieur au prix que les privés payent, quel que soit leur revenu, puisque pour l'électricité, on est à la moitié du prix, et pour le gaz, c'est environ 1/5 du prix du privé, et que les mécanismes de blocage font que ces prix du tarif social ne sont réévalués que tous les trimestres, et avec des seuils qui sont très inférieurs au seuil du privé. Donc ça reste quand même une belle protection déjà à la base pour nos locataires, en tout cas tous ceux qui sont avec des chaufferies collectives.
Je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on investisse comme tous les particuliers et comme tout le monde dans la production d'énergie renouvelable, d'une part. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire au maximum avec de la cogénération et des panneaux thermiques ou photovoltaïques. On a essayé de lancer un projet pilote avec des maisons dans une cité familiale avec un tiers investisseur pour que le tiers investisseur pose ses panneaux photovoltaïques et puis que le locataire bénéficie du coup de l'énergie gratuite et nous, on ne doit rien payer a priori et on ne doit pas s'en occuper puisque ça demande évidemment des moyens humains dont on n'a pas aujourd'hui les capacités. Donc c'était un chouette projet qui a plutôt bien fonctionné. On a évalué ça après presque un an, il y a quelques semaines. On se rend compte qu'il y a un travail éducatif à faire avec les locataires pour qu'ils arrivent bien à consommer ce qu'ils produisent. Donc il y a une série de réflexes qu'il faut en fait perdre pour consommer autrement. On a le réflexe d'habitude, surtout quand on a un compteur bi-horaire, de consommer le soir, la nuit, de lancer la vaisselle le soir, la machine le soir. Et en fait, avec des panneaux photovoltaïques, c'est le contraire. Donc il faut tout à fait réaménager son mode de pensée et son mode de fonctionnement. On souhaitait pouvoir étendre ce projet à l'ensemble des maisons de la Cité Jardin, mais malheureusement, on se rend compte qu'avec les hausses des prix des matières premières et avec les certificats verts qui sont en décrue, pour le tiers investisseur, ça n'est plus rentable. Et donc, on est en train d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir continuer ce type de projet. Et alors, les communautés d'énergie, je pense que c'est un des projets d'avenir. Nathalie a présenté ce qui se passe chez Binôme. Chez nous, on est aussi en cours de réflexion sur l'endroit où on pourrait développer une première communauté d'énergie. Je pense que c'est sans doute là qu'il faut qu'on mette le curseur dans les années à venir. Mais par contre, ça demande aussi un travail administratif. Et donc, je pense qu'il faudra qu'on soit, à un moment donné, épaulé par la région, par les pouvoirs publics de manière ou d'une autre, parce qu'une communauté d'énergie, c'est aussi un gros travail administratif. Et donc, il faut voir qu'on fasse un plan financier qui nous permette de tenir la route par rapport à cette surcharge de travail administratif. Je crois qu'il y a d'autres questions qui tombent, qui ont l'air d'être en lien. Oui, je pense. Donc, je vais essayer de les retrouver. Alors, la question de C'est sur les tiers investisseurs, je Oui. vois. Et Nous, on était Nous, en en particulier. projet. Oui, nous, on est dans les tiers investisseurs et dans la cogénération, on travaille souvent avec Go for Green. En fait, on a plusieurs tiers investisseurs et on a également sur la cogénération quasi dans tous les immeubles. On a commencé par des immeubles d'une certaine taille et au fur et à mesure, nous avons étudié quel était notamment au niveau déjà de l'électricité, le gaz, il y a toujours un décalage pour l'étude de ce que dans le cadre des consommations gaz que ça peut représenter. Mais pour l'électricité, on voit assez vite l'importance. Et donc, on est, nous, maintenant, dans des immeubles où 12 unités nous suffisent pour que le projet de cogénération soit intéressant. Et donc, on l'installe, mais ça donne également, à ce moment-là, des lieux où nous bénéficions aussi de certificats énergie PEB qui sont bien meilleurs, évidemment. Et on a une très grande partie de nos immeubles maintenant en cogénération. Dans nos nouveaux projets au niveau des panneaux solaires, comme nous avons, nous aussi, beaucoup d'immeubles avec énormément d'unités, mais donc des immeubles qui ont une empreinte au sol faible et donc ils ont aussi une toiture faible, nous n'avons pas toujours les surfaces nécessaires pour les panneaux solaires. C'est largement réduit puisqu'on a peu d'emprise au sol et donc on a peu aussi de surfaces aériennes qui peuvent être mises à disposition. Bien, merci. On a le Je vais temps passer une question sur l'indexation des loyers. Oui, je te laisse répondre. Donc, effectivement, dans le privé, l'indexation des loyers dépend maintenant du certificat PEB. Dans le logement social, ce n'est pas le cas. Donc, comme dans les autres régions, il y a une exception à ce principe-là.
principalement parce que ce qui fait vraiment varier le loyer réel des locataires, ce sont C'est leurs le revenu. revenus et pas le loyer de base. Donc, on indexe le loyer de base, mais ça a finalement assez peu d'impact sur le loyer final qui, lui, augmente en fait parce que les revenus du locataire augmentent. Par contre, pour essayer quand même de corriger quelque part l'effet un peu pervers du locataire qui est dans un nouveau logement ou dans un logement plus énergivore, il y a une discussion qui est en cours avec la ministre aujourd'hui pour pouvoir donner une réduction de loyer, une réduction de charge aux personnes qui se trouvent dans des logements énergivores. Très bien, merci. On a le temps de prendre encore une ou deux questions. Ah, Cédric, que les gens dans le passif payent. excuse-moi, C'est on a vrai que c'est-à-dire qu'il y a une cotisation des personnes qui sont dans un logement passif, il y a une cotisation de solidarité voilà, pour dire que c'est quelque chose qui est vraiment... on essaie de rétablir une forme de solidarité comme ça, contributive, pour les locataires qui sont dans le logement passif. très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, dans le fil de discussion non plus. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions. Pour les intervenants, c'est bon aussi? Vous vouliez rajouter quelque chose ou c'est bon? Oui, Non, j'avais tout va bien. trouvé le fil. Merci. Oui, il y a beaucoup de choses à ajouter. Oui, bah oui, mais déjà, Le c'était fil très qui m'avait complet. échappé, c'était la communication dont je parlais, dont les locataires se plaignaient. Et nous avons depuis quelques mois engagé un spécialiste en communication et on va travailler là-dessus d'arrache-pied. On a déjà fait des audits sur la téléphonie et autres parce que il y a vraiment un souci par rapport à nos locataires, par rapport à ce contact. Ouais. Et ça, c'est une plainte qu'ils ont depuis les fusions. Hein. C'est parce qu'on n'est plus au cœur des quartiers. Donc. Oui. Ah, On est confronté au même problème. Je crois que c'est vraiment un problème général, la communication. Et même quand on n'a pas fait une fusion avec Cœur, on est également au cœur des quartiers, on est malgré tout. Et puis la Covid a également été une période de séparation. Et il faut en fait, non seulement, comme je disais tout à l'heure, le contexte général, le type de locataire qui est dans nos logements a changé et la difficulté aussi dans certains cas de communication, ne serait-ce que linguistique, dans les échanges, peuvent poser problème. Et donc, en plus, la Covid a ajouté une sorte de séparation, de rupture et une autre manière de travailler. On attend aussi avec impatience des outils qui doivent être mis sur pied au niveau régional qui peuvent nous aider. Mais c'est un souci. On a une question sur les Peut-être applications. Ouais, ma dernière question, avez-vous développé l'application Happiness? Ben, c'est ce que je voulais dire, les outils régionaux. On attend avec impatience. Mais elle est là, mais le problème, c'est qu'elle est très peu utilisée. Il y a vraiment une fracture numérique. Elle est réelle et elle est peu utilisée, l'application Happiness. Or, on fait de la publicité et on va lancer encore des publicités supplémentaires. Et donc, ça, c'est vraiment un gros souci. Et ce souci existe. Et Kevin qui va intervenir sur le sujet. Oui, merci. Oui, parce qu'en effet, Happiness a été développé par la SLRB et mis à disposition des CISP. Et en effet, donc, ça vient d'être mis à disposition des CISP. Et maintenant, on voit qu'il y a encore quelques technicités qui doivent être résolues. Et maintenant, ensemble avec les CISP, parce que ça, c'est comme Nathalie le disait, c'est maintenant faire en sorte qu'il est utilisé par les locataires. Et là, on va faire, à part des grandes campagnes de communication, on met des étudiants à disposition des CISP qui vont vraiment aller installer l'application sur le smartphone des locataires. Il y a aussi un lien à faire avec l'application It's Me. Donc là, ça devient compliqué. C'est la fracture numérique qui vient en effet en avant. Et donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment aller vers le locataire pour aider à ça. Et en plus de ça, il y a aussi des bornes qui sont mises dans différents sites des CISP. Et sur ces bornes-là, les locataires peuvent utiliser ça. Il y a toujours des gens qui sont là pour leur aider. Mais c'est vrai que c'est une solution, mais ce n'est pas la solution. Merci, Kevin.
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier vraiment pour toutes vos présentations. C'était vraiment très intéressant. Et puis, n'hésitez pas, on peut poursuivre. Vous pouvez envoyer par mail à SONET des questions et nous, on transférera aux intervenants sans problème. Merci. Voilà, on vous souhaite un Merci à bon vous. après-midi. Merci à vous pour l'organisation. Au revoir. Merci, Bon merci à après-midi. vous. Ouais, bon Au après-midi à revoir. tout le monde. Bon après-midi à tous. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.